Mes chers collègues, nous sommes réunis aujourd'hui pour entendre, en application de l'article 13 de la Constitution et de la loi organique du 23 juillet 2010, Madame Virginie Schwartz, dont le renouvellement est proposé par le président de la République aux fonctions de présidente directrice générale de Météo France. Chers collègues, s'il vous plaît, nos amis républicains. Parfait, merci. Madame Schwartz, je vous souhaite la bienvenue dans notre commission que vous connaissez désormais bien puisque nous vous avons auditionné pour votre première nomination en septembre 2019 et plus récemment en septembre 2020. Permettez-moi, chers collègues, de rappeler la procédure. L'audition aujourd'hui, qui est publique, sera suivie d'un vote par scrutin secret effectué par appel nominal et hors la présence de la personne auditionnée, et aucune délégation de vote ne sera possible. Je précise que Madame Schwartz a été entendue par nos collègues du Sénat jeudi dernier. Le dépouillement du scrutin devant avoir lieu simultanément dans chacune des commissions des deux assemblées, il aura lieu cet après-midi, chers collègues, à 14h30, dans notre actuelle salle de réunion. Comme le prévoit notre règlement, nous avons nommé une rapporteure sur ce projet de nomination, Madame Clémence Guettet, qui a rédigé pour notre commission un questionnaire. Les réponses de Madame Schwartz vous ont été diffusées. Avant de céder la parole à notre rapporteure, Madame Clémence Guettet, je tiens à souligner, chers collègues, l'attachement de notre commission à l'opérateur qu'est Météo France, que nos rapporteurs auditionnent régulièrement, en particulier dans le cadre de leurs travaux de contrôle. Et je crois savoir que Madame la présidente directrice générale, vous étiez hier auditionnée par les collègues dans le cadre du débat budgétaire. Il s'agit bien entendu, dans le cadre de cette audition aujourd'hui et dans le contexte d'urgence climatique que nous connaissons, de mettre en avant aussi Météo France comme un acteur incontournable. En effet, les événements majeurs liés au dérèglement climatique, je pense aux canicules, incendies, tempêtes, inondations, tornades, deviennent malheureusement de plus en plus fréquents sur l'ensemble de notre territoire. Et je n'oublie pas non plus nos outre-mer particulièrement vulnérables. La capacité d'alerte et d'anticipation est évidemment cruciale, et c'est dans ce contexte de forte vigilance que nous vous auditionnons, Madame la présidente directrice générale. Vous comprendrez donc, Madame Schwartz, que nous serons tous extrêmement attentifs à votre vision pour Météo France. La présente audition est l'occasion de nous présenter votre bilan à la tête de l'opérateur, mais aussi de pouvoir présenter vos projets d'avenir pour relever les nombreux défis qui se présentent. Je ne serai pas plus long et je cède maintenant la parole à notre rapporteure, Madame Clémence Guettet. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, nous devons aujourd'hui nous prononcer sur votre maintien au poste de présidente directrice générale de Météo France sur le fondement de l'article 13 de la Constitution. Nous avons pu, à ces fins, consulter vos réponses au questionnaire que je vous avais transmis préalablement et je vous en remercie. Nous vous auditionnons aujourd'hui dans un contexte particulièrement inquiétant, ça a été dit à l'instant par le Président. Lundi, 130 records de chaleur ont été battus en France. Hier, le 10 octobre, la température dépassait les 30 degrés dans une grande partie du pays. Selon les estimations de l'agence Santé publique France, on compte au moins 500 décès imputables à la canicule cet été, au moins 60 pendant l'épisode de chaleur exceptionnelle du mois de septembre, et c'est 30 à 50 000 depuis 10 ans. Le dérèglement climatique, loin d'être une notion abstraite, est aujourd'hui une réalité concrète, palpable et meurtrière. Ces effets se ressentent en France de façon plus aiguë chaque année, et nous savons aujourd'hui que l'Europe se réchauffe plus vite que le reste de la planète. L'inaction est donc terriblement coûteuse, et la perte de nos meilleurs instruments de connaissance l'est aussi. Météo France est un pilier de la recherche climatique française. Ses missions incluent par exemple la prévision des aléas climatiques, la recherche scientifique et la contribution aux travaux du GIEC, l'information et l'appui aux communes pour leur adaptation aux effets du changement climatique.
Cette agence fait partie des organismes publics de recherche d'excellence qui font le rayonnement scientifique international de la France. J'ai donc 4 axes d'interrogation sur lesquels j'aimerais vous entendre. D'abord, du fait des conséquences du changement climatique sur nos vies, les orientations budgétaires décidées par le gouvernement pour l'établissement que vous présidez sont incompréhensibles. J'étais notamment surprise de voir que dans vos réponses au questionnaire, vous vous réjouissiez d'une hausse du plafond d'emploi de 25 postes dans le budget 2024. Pour rappel, 600 postes ont été supprimés en 10 ans et 60 l'ont été dans le budget 2022. Cette hausse de 25 équivalents temps plein me semble donc assez peu réjouissante et même plutôt inquiétante. Nous pensons avec mon groupe France Insoumise que Météo France est un opérateur essentiel qui mériterait d'avoir les moyens humains de mener à bien ses missions. Une première question donc, trouvez-vous acceptable ou justifiée de telles réductions structurelles en matière d'effectifs ? Et une autre question, quels moyens seront alloués à la formation de nouveaux prévisionnistes dans les années à venir ? Ensuite, c'est mon deuxième point, Météo France assure également le service météorologique de la navigation aérienne et reçoit à ce titre une redevance de 85 millions d'euros de la Direction générale de l'aviation civile. Le montant de cette redevance est stable en euros courants depuis 2012, ce qui signifie qu'elle se dévalue chaque année au niveau de l'inflation. Pourtant, le secteur aérien contribue très largement aux émissions de gaz à effet de serre et aux dégradations environnementales. Nouvelle question donc, ne pensez-vous pas que l'aviation devrait être davantage mise à contribution pour permettre l'augmentation de vos moyens ? Troisième axe, bien que vous affirmiez au moment de votre nomination en 2019 que vous seriez particulièrement vigilante face à la réduction du nombre d'implantations territoriales de Météo France, vous avez entériné depuis de nombreuses fermetures. Encore une fois, cela me paraît incompréhensible. Il est évident que notre service public de météorologie et de climatologie doit jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre le dérèglement climatique et l'adaptation à ses effets. Cela nécessite donc un maillage cohérent du territoire. Ma question, pourriez-vous nous donner une estimation chiffrée sur 10 ans, par exemple, de ces fermetures et allez-vous réouvrir des sites ? Vous évoquez d'ailleurs brièvement dans vos réponses la question de notre implantation dans les territoires dits d'outre-mer, arguant que les effectifs supplémentaires concédés dans ce budget permettront d'y développer des services climatiques locaux. Tout en saluant cette démarche, on ne peut pas s'empêcher de se demander pourquoi cela n'a pas été fait plus tôt, ces territoires étant bien plus exposés que l'Hexagone aux événements climatiques extrêmes. Donc je veux bien votre avis là-dessus. Enfin, et c'est mon dernier axe d'interrogation, l'intersyndicale n'a eu de cesse de dénoncer les suppressions d'implantations, de sites et la centralisation de vos activités. Selon eux, ces décisions nuisent à la fois à la qualité des prévisions et aux conditions de travail des employés. Votre réponse à ma question sur le dialogue social au sein de Météo France était en fort contraste avec la situation décrite par l'intersyndicale ces derniers mois, et notamment lors de la grève qu'ils ont menée en août 2023. Vous dites ainsi, je vous cite, que vous vous êtes investi personnellement depuis 2019 pour assurer un dialogue social de qualité. Pourtant, si vous êtes parvenu à un compromis la semaine dernière avec l'intersyndicale, cette séquence de négociations était, d'après eux, plutôt exceptionnelle. Dans un contexte de crispation générale, et cette fois-ci je les cite, après des années de mauvais traitements. Un dialogue social qui semble donc plutôt s'apparenter à un dialogue de sourds en l'occurrence. Une dernière question donc sur cet axe. En considérant ces éléments, pensez-vous réellement avoir pu assurer un dialogue social de qualité ? Je ne doute pas que la discussion qui va s'ouvrir va nous permettre d'éclaircir ces différents points avec vous pour que nous puissions nous prononcer sur votre nomination. Et je vous remercie à nouveau de votre présence. Merci Madame la rapporteure, Madame Schwartz. Je vous laisse donc la parole pour répondre à toutes ces questions. Merci. Alors, en une dizaine de minutes, ça va être court. Du coup, je vais revenir sur un certain nombre de points et puis je pense qu'on aura l'occasion de préciser davantage par la suite. En particulier, Monsieur le Président, pour répondre à votre question, présenter mon bilan et les perspectives de manière un peu globale et puis, bien sûr, apporter des éléments plus précis de réponse aux questions de Madame la rapporteure. Je dois dire qu'effectivement, après ces 4 années à Météo France, moi je suis heureuse d'être devant vous aujourd'hui pour vous faire part de mon engagement pour accomplir un nouveau mandat au service de l'établissement et de ses missions dont vous avez l'un et l'autre souligné l'importance. Quelques résultats de ces 4 années, là encore en un temps très court, et peut-être d'abord au travers du contrat d'objectifs dont j'ai supervisé la négociation et la signature avec l'État et qui reflète bien les priorités de l'établissement.
D'abord, renforcer notre utilité, en particulier en matière de sécurité des personnes et des biens, en donnant une information toujours précise, toujours de qualité sur les phénomènes météorologiques et le changement climatique, mais en particulier en nous adaptant à la forme et au moment dont nos utilisateurs ont besoin pour prendre les meilleures décisions. Le deuxième axe de ce contrat d'objectifs, c'est d'être l'acteur national de référence en matière de fourniture de données et de services climatiques pour accompagner les démarches d'adaptation au changement climatique, démarches dont on voit aujourd'hui à quel point elles sont indispensables compte tenu de l'avancement de ce changement climatique. Ce contrat est par ailleurs inscrit sous le signe de l'innovation et d'une ambition d'exemplarité en matière de responsabilité sociale et environnementale. Et enfin, il est construit sur l'hypothèse d'une stabilité au moins des effectifs au-delà de 2022, après plus de 10 ans de baisse continue, Madame la rapporteure, comme vous l'avez rappelé. Effectivement, Météo France a vu ses effectifs sensiblement réduits, presque un quart au cours de cette période. Alors, avec une partie qui est liée au progrès technique, l'automatisation, notamment de l'observation dans le domaine de la météo, a été un élément très important. Et c'est important que Météo France reste au meilleur niveau sur le plan technique. Et une partie qui est liée à des gains d'efficacité. Météo France avait en particulier signé un contrat budgétaire avec l'État qui s'est terminé en 2022, qui fixait la trajectoire de l'établissement. J'avais dit, dans le cadre de ce contrat d'objectifs, que nous étions arrivés à un niveau dans lequel il n'était plus possible d'envisager des baisses d'effectifs au sein de l'établissement. C'est ce qui a conduit à cette hypothèse d'une stabilité au moins dans le contrat d'objectifs. Depuis, sur la base des missions supplémentaires que l'établissement doit réaliser, j'en évoquerai certaines, effectivement, nous regardons comment remonter les effectifs de l'établissement. Et oui, je me réjouis à chaque fois qu'il y a de nouveaux effectifs, parce que derrière, cela améliore notre capacité à remplir de nouveaux services et à apporter un nouvel appui à nos utilisateurs. Mais pendant cette période, nous avons effectivement fini de mettre en œuvre le projet de transformation de l'établissement qui avait été décidé en 2018 dans le cadre du programme national Action publique 2022 qui va s'achever cette année avec effectivement une diminution du schéma d'emploi, le resserrement du nombre d'implantations, mais aussi la centralisation de certaines fonctions support, l'automatisation progressive et la refonte du métier de prévisionniste, toutes choses qui ont été mises en œuvre, avec une forte attention à l'accompagnement des agents et au dialogue social. Alors effectivement, nous ne sommes pas toujours d'accord avec toutes les organisations syndicales sur les évolutions à conduire au sein de l'établissement, mais ça n'empêche pas d'avoir un dialogue social qui a été très intense, que j'ai mené moi-même pendant toute la durée de mon mandat personnellement, qui a toujours été respectueux. Ça a aussi été fait avec une forte attention à l'accompagnement des agents et notamment à la formation que vous évoquiez dans votre propos, et avec une attention à l'organisation territoriale suffisante. Alors la réduction des implantations de Météo France, elle date de 2009. C'est à cette époque-là que les décisions de fermeture des centres départementaux avaient été prises. Ça correspond à l'évolution des techniques. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin, pour faire de la prévision, d'être présent physiquement dans chacun des départements. Par contre, ce dont nous avons besoin, c'est de proximité avec nos utilisateurs. Et c'est pour ça que, par exemple, comme je m'y étais engagée en 2019 devant votre commission, nous avons finalement mis en place, en collaboration étroite avec les communes et les départements concernés, et je les en remercie, une organisation territoriale dans les Alpes et les Pyrénées fondée sur le maintien de 6 implantations de proximité alors que ces implantations devaient être fermées. Nous avons également mis en place un réseau de référents en 2020, un réseau de référents territoriaux
pour être les interlocuteurs de proximité des institutions, préfectures, SDIS, collectivités ou encore syndicats de bassin. Donc il s'agit bien de concilier une présence territoriale, une écoute, le maintien de relations avec nos interlocuteurs territoriaux et les évolutions que les progrès techniques nous permettent et qui nous permettent depuis maintenant presque 15 ans d'avoir une prévision qui se fait au niveau des centres interrégionaux. Et en ce qui concerne cette mission essentielle de protection des biens et des personnes face aux aléas météorologiques, je pense vraiment pouvoir dire que grâce à la mobilisation de l'ensemble de son personnel, Météo France a assuré avec efficacité ses responsabilités pendant ces 4 années dans cette organisation, avec par exemple en 2022, 98,6% des événements les plus intenses qui ont bien fait l'objet d'un avertissement par une vigilance rouge et orange. Dans un objectif d'amélioration continue du dispositif, nous avons aussi mis en œuvre des évolutions majeures, fortement attendues, régulières, en particulier l'extension à 2 jours du dispositif de la vigilance, au lieu de 24 heures précédents, ou le début d'informations infradépartementales, donc permettant un ciblage géographique plus fin que le département pour les phénomènes vagues, submersion et avalanches. Nous avons aussi rendu disponible pour le grand public une prévision des phénomènes météo dangereux jusqu'à 7 jours. Et puis, la possibilité pour les utilisateurs de notre application mobile de recevoir des notifications en temps réel directement sur leur téléphone portable, dont nous avions discuté lors de ma première audition de votre commission et qui a été mise en place depuis. En Outre-mer, la vigilance vague submersion a été étendue et désormais pleinement opérationnelle aux Antilles, en Guyane, à La Réunion, à Mayotte. Dans un autre domaine, celui des feux de forêt, et conformément aux annonces du président de la République à l'automne 2022, nous avons mis en place en juin un nouveau dispositif d'information du grand public appelé Météo des forêts, qui indique un niveau de danger de feu et est accompagné de conseils de comportement. En complément, l'appui opérationnel que nous apportons aux acteurs de la lutte contre les incendies a été étendu géographiquement dans le contexte de l'augmentation du risque de feu à cause du changement climatique. Et c'est là un des sujets qui a justifié l'augmentation des effectifs de l'établissement. C'est une des perspectives, une des questions pour les années à venir, effectivement, de voir comment le changement climatique impactera l'activité même de Météo France et donc le besoin d'effectifs supplémentaires pour faire face à l'évolution de ces événements. Une autre action majeure a été le renouvellement des 2 supercalculateurs de l'établissement qui a été mené à bien en 2021. Ça a permis de mettre en place une prévision du temps avec une maille géographique plus fine et donc de réduire de 5% l'erreur de prévision sur l'Europe à 2-4 jours, ce qui est équivalent à un gain d'anticipation de l'ordre de 5 heures. Ça a permis de conforter la place de nos modèles parmi les meilleurs en matière de prévision sur l'Europe. En matière climatique, ces 4 années ont également été marquées par de nombreuses avancées, qu'il s'agisse de la poursuite de nos contributions aux travaux du GIEC, de la mise à disposition de nos simulations climatiques au niveau international. Elles sont aujourd'hui au 3e rang mondial des simulations les plus téléchargées, du renforcement de nos actions de sensibilisation au changement climatique ou de la création d'un nouveau portail d'information dénommé DRIAS-Eau pour informer sur l'impact du changement climatique sur les enjeux liés à l'eau dans les territoires. Nous avons également lancé fin 2022 2 nouveaux services climatiques gratuits et en ligne, destinés pour l'un aux communes, pour l'autre aux entreprises, pour aider dans l'élaboration de stratégies d'adaptation au changement climatique. Climadiac Commune, par exemple, permet d'obtenir en quelques clics pour chaque commune une synthèse simple et quantifiée des évolutions climatiques auxquelles chaque commune devra s'adapter à l'horizon 2050 et donc de disposer d'une base scientifique pour fonder des stratégies d'adaptation. En matière de responsabilité sociétale, nous avons notamment adapté, en concertation étroite avec les organisations syndicales, et ça a fait l'objet de beaucoup de discussions et d'échanges, un projet social, feuille de route de l'établissement dans le domaine des ressources humaines,
un premier plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en 2021 et un plan pluriannuel favorisant l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap en 2022. En matière d'éco-responsabilité, Météo France s'est doté d'un plan pluriannuel 2021-2025 visant à réduire d'au moins 20% nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà quelques éléments de bilan ces 4 années. Pour l'avenir, si vous m'accordez votre confiance, tout naturellement, nos actions doivent être orientées par les objectifs inscrits dans le contrat d'objectifs 2022-2026 signé avec l'État. Et donc, en particulier, en premier lieu, Météo France doit continuer à progresser dans la prévision, l'anticipation des phénomènes météo dangereux. Par exemple, pour la majorité des épisodes de vigilance, arriver à les anticiper 6 heures à l'avance au lieu de 3 heures précédemment pour permettre à toutes les actions de préparation de mieux se mettre en œuvre et mieux faire connaître aux Français les comportements à adopter en cas de situation météorologique dangereuse. Pour y parvenir, de nouvelles versions de nos modèles de prévision doivent être régulièrement déployées, en particulier une modélisation à la maille de 500 mètres, soit 2 fois plus précise que la version actuelle, sera expérimentée dès 2024 sur la région parisienne et le pourtour méditerranéen. Elle nous permettra aussi de progresser dans le domaine de l'aéronautique, Madame la rapporteure, que vous avez évoqué. Notre financement aéronautique est basé sur une redevance, donc un principe de couverture stricte des coûts. Aujourd'hui, nos coûts en métropole sont effectivement bien couverts par la redevance. C'est donc une question différente de celle de la contribution plus large de l'aéronautique à la lutte contre le changement climatique qui passe naturellement par de nombreux vecteurs. En matière climatique, tout en poursuivant les travaux de recherche, les actions de sensibilisation du grand public, nous devons déployer de nouveaux services climatiques, par exemple sur l'îlot de chaleur urbain avec un service que nous allons lancer au Salon des maires cette année. Et puis pour le secteur agricole, je souhaite aussi que nous puissions renforcer nos actions sur le changement climatique outre-mer grâce aux effectifs supplémentaires prévus pour le projet de loi de finances 2024. Nous avons travaillé sur ces sujets, bien sûr, ces dernières années, mais avec des effectifs plus ponctuels dans le cadre de projets ponctuels. La trajectoire de nos ressources humaines ne permettait pas d'y affecter des ressources humaines pérennes, mais je souhaite effectivement que ce puisse être le cas maintenant. Pour atteindre tous ces objectifs, l'établissement doit rester à la pointe en matière de technologie et d'innovation. Et dans le domaine de la météo comme dans d'autres, une des ruptures pourrait venir des techniques d'intelligence artificielle. L'établissement était assez précurseur en la matière avec nombre de projets déjà opérationnels, mais la perspective pourrait être d'aller plus loin en remplaçant l'utilisation des modèles de prévision numérique au quotidien par ce qu'on appelle des émulateurs d'intelligence artificielle. Ça reste exploratoire, mais il me semble essentiel que la France, au travers de Météo France, puisse être, avec quelques autres services météo européens, un centre d'excellence en matière de prévision du temps à partir de techniques d'intelligence artificielle, domaine qui est pour l'instant dominé uniquement par des sociétés privées américaines et chinoises. Nous engageons donc ce travail avec nos collègues. En support à ces ambitions d'amélioration du service rendu, il est nécessaire que Météo France puisse disposer de moyens de calcul intensifs suffisants. Pour la génération suivante de calculateurs, l'examen des attentes des ministères a conduit à estimer le besoin d'une puissance de calcul multipliée par 6. En 2022, ce projet a été validé par le Secrétariat général pour l'investissement, compte tenu des gains économiques sociaux qu'il apportera, de l'ordre de 1,4 milliard d'euros, par rapport à un coût global estimé à 350 millions d'euros. C'est aussi un investissement important fait par la collectivité dans le domaine de la météorologie et du climat. Et donc l'aboutissement de ce projet à l'horizon 2026 devra être une priorité. Pour finir, je voudrais dire que voilà, je suis convaincue que Météo France doit continuer à développer ses actions en matière de responsabilité sociale et environnementale, notamment de qualité de vie au travail des agents. Il est certain que les transformations profondes que l'établissement a connues ces dernières années ont impacté nos agents et qu'il faut continuer à les accompagner, notamment en matière de formation sur tous ces sujets.
En matière d'éco-responsabilité, la nécessité de mener la rénovation énergétique de nos quelques 80 000 m² de locaux est un défi considérable. Météo France est un établissement qui porte des enjeux majeurs pour la société française, à la fois en matière de sécurité publique, de services, de climat, et qui se situe au meilleur niveau mondial. Alors que les effets du changement climatique se font sentir toujours davantage, les attentes sont particulièrement fortes, vous les avez exprimées. Les défis sont nombreux, mais l'établissement dispose d'importants atouts pour y répondre. Son excellence scientifique, la pertinence de ses moyens techniques et la qualité de ses personnels. Si votre commission et celle du Sénat l'acceptent, je serai donc fière et heureuse de pouvoir continuer à m'engager avec l'ensemble des personnels pour que Météo France soit toujours l'établissement de pointe au service de tous. Merci. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. Nous venons aux orateurs des groupes. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Daniel Brulbois. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, les députés de la majorité sont très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans notre commission, Madame Virginie Schwarz. En effet, Météo France est un acteur bien identifié et très respecté par les Français qui lui portent un attachement et une confiance sans faille. Météo France remplit parfaitement ses missions de service public d'observation, de prévention, de fourniture de données météorologiques, de sécurité, d'études et de suivi du climat. Le long historique de vos mesures, vos archives, permettent de comprendre l'évolution du système climatique dans la durée et de mieux prévoir le futur. Les années que nous venons de vivre sont inédites et face à ces changements profonds, l'attente d'information de la part de la société, des citoyens, des entreprises ou encore des collectivités est grandissante. Météo France a pour cela mis en place de nouveaux dispositifs en direction du grand public. Des dispositifs innovants, accessibles, sur les portables, en ligne, comme vous l'avez dit. Sous votre mandat, vous avez créé le dispositif Vigilance ou encore le service Climadiag commune présenté au Salon des maires l'année dernière, à destination de nos communes, qui leur permet d'obtenir une synthèse des évolutions climatiques attendues sur leur territoire d'ici 2050. Ce travail d'aller vers et de proximité est essentiel et nous saluons la qualité de votre investissement. Depuis le 1er juin, vous publiez chaque jour une météo des forêts qui expose les niveaux de risque de feu. Pour tout cela, Météo France se doit d'avoir des outils et des moyens suffisants. Selon vous, le contrat d'objectifs et de performance pour 2022-2026 est-il à la hauteur des enjeux pour que vous puissiez continuer à jouer votre rôle de premier plan dans l'étude du climat au service des politiques d'adaptation? Madame Schwarz, vous êtes à la tête de Météo France depuis 2019 et nous ne pouvons que constater le travail remarquable effectué et l'excellence scientifique de vos équipes. Vous avez la confiance du président de la République et de la Première ministre, ce qui prouve votre capacité à continuer d'adapter Météo France aux défis d'aujourd'hui. C'est pour cette raison que le groupe Renaissance votera pour votre reconduction aux fonctions de présidente directrice générale de Météo France. Merci. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Emmanuel Bléry. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente directrice générale. Au cours de votre audition au Sénat pour votre première candidature, vous aviez mentionné que votre mission prioritaire consistait à maintenir et renforcer la qualité du service rendu au pouvoir public et aux Français en matière de connaissance et d'anticipation. Je voudrais parler d'anticipation avec vous et par le biais d'une histoire malheureuse et une histoire vraie parmi tant d'autres. Effectivement, le 23 octobre 2022, à Bucourt, dans le Pas-de-Calais, sur ma circonscription, une tornade s'est donc abattue sur ce village. Et sur l'échelle de Fujita, qui va de 0 à 5, cette tornade a été classée catégorie 4. Qu'est-ce qui se passe ? Poursuivez, M. Bléry, et seul M. Bléry a la parole, s'il vous plaît, chers collègues. Voilà, donc de fait, ce fut la tornade la plus puissante enregistrée en France depuis 1982. Conséquence de cette tornade, le village a été littéralement balayé de la carte. La violence a été telle que des débris ont été retrouvés à plusieurs kilomètres. La seule chance pour ce village, effectivement, aucun mort à déplorer. Météo France, via la Voix du Nord, du 23 octobre, annonçait des bourrasques allant jusqu'à 87 km/h. En réalité, ce jour-là, les vents ont dépassé la vitesse de 300 km/h. Comment expliquer que Météo France n'ait pu prévoir ce phénomène en dépit de vos équipements qui sont censés mieux anticiper les phénomènes à enjeu? Ce qui me laisse perplexe, en effet, c'est que la veille de la catastrophe, un Néerlandais passionné de photographie et chasseur de tempêtes a déduit par des modèles météo qu'un gros événement se préparait dans le nord de la France. Et le 23 octobre
Au matin, ce jeune homme faisait le déplacement sur la circonscription à Bucourt pour photographier ce qu'il a nommé la bête monstrueuse. Je tiens à votre disposition ici cette photo. Alors que lui et ses amis ont été capables de localiser la tornade, pourquoi Météo France n'a émis aucune alerte tornade? Je vous remercie. Merci pour le groupe La France Insoumise NUPES. La parole est à Gabriel Amar. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, Directrice Générale, chers collègues, Météo France est un opérateur extrêmement précieux pour modéliser et évaluer avec précision les événements climatiques de notre ère qui impactent le jardin planétaire. Alors que les événements catastrophiques se normalisent, il est de notre devoir de faire en sorte de préserver cet opérateur essentiel. Nous appréhendons désormais le changement climatique comme un phénomène global qui dévaste la biosphère. Cet été, près de 70% des nappes phréatiques étaient à des niveaux bas à très bas et l'ensemble de la France a traversé une sécheresse inédite. La représentante spéciale de l'ONU pour la réduction des risques de catastrophes annonçait en 2021 que la sécheresse est sur le point de devenir la prochaine pandémie et qu'il n'existe aucun vaccin pour la guérir. Pourtant, nous ne sommes pas dupes de l'environnement dans lequel est contraint d'agir notre opérateur météorologique. Le gouvernement a été condamné par 2 fois pour inaction climatique et les numéros verts mis en place en pleine sécheresse n'ont rien changé. Notre groupe plaide pour le renforcement des moyens de Météo France, tant dans la considération accordée à la finesse de l'expertise de ces scientifiques qu'aux moyens à préserver pour assurer ces missions. En 10 ans, ce n'est pas moins, ça a été rappelé, de 600 postes qui ont été supprimés et la subvention de l'État a baissé de 20%. Nous réaffirmons notre soutien au personnel de Météo France qui se mobilise et estime pour 63% d'entre eux que vos propositions ne vont pas assez loin. Pouvez-vous garantir que Météo France pourra être un acteur clé à la hauteur des enjeux de notre temps? Et pouvez-vous, devant la représentation nationale, Madame la Directrice Générale, vous engager à prendre en considération l'entièreté des revendications des salariés? Je vous remercie. Merci pour le groupe Les Républicains. La parole est à Monsieur Antoine Vermorel-Marquez. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame la Présidente, je vous remercie pour les très nombreuses réponses que vous avez apportées d'ores et déjà dans votre propos introductif. Nous sommes ici, au groupe Les Républicains, très attachés à Météo France et avons à ce titre 6 questions à vous poser en vue de voter pour votre candidature. Première question. À la suite des investissements dans de grands supercalculateurs, comment comptez-vous revenir à un meilleur équilibre entre vos différents réseaux d'observation, qu'ils soient fondés sur la technologie ou sur la connaissance réelle du terrain? Deuxième question, comment rapprocherez-vous Météo France des acteurs locaux, notamment en cas de crise, après que la fermeture massive de centres départementaux les en ait éloignés? Troisième question, comment relèverez-vous le défi de pyramide des âges auquel l'établissement va être soumis, avec l'urgence de recruter rapidement du personnel jeune et bien formé? Quatrième question, face aux exigences de mise à disposition gratuite des données et à la concurrence des géants du numérique et de multiples sources nouvelles de data privées, comment maintiendrez-vous une part de marché suffisante pour maintenir la santé financière de l'établissement public Météo France? Cinquième question, envisagez-vous de nouveaux services payants de conseil et d'expertise aux clients pour diversifier les recettes de l'opérateur? Et enfin, sixième question, les moyens actuels de Météo France, même rehaussés, comme dans le cadre du PLF 2024, sont-ils suffisants pour mener de front la mission de la prévision du temps et la mission du changement climatique, comme le souhaite le contrat d'objectifs 2022-2026? Je vous remercie. Merci pour le groupe démocrate, Modem et indépendant. La parole est à Aude Luquet. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame la Rapporteure. Chers collègues, depuis la création de Météo France, il y a 30 ans, les évolutions météorologiques et climatologiques ont été nombreuses. Nos capacités de prévision, d'anticipation et de simulation se sont accrues sensiblement. Et ce, grâce à la recherche, à l'innovation, qui ont produit des révolutions technologiques extraordinaires, telles que les supercalculateurs. Pour s'en rendre compte, il y a un chiffre parlant, notre puissance de calcul a été multipliée par 10 millions en 30 ans. Pour faire face au dérèglement climatique, il est nécessaire d'avoir des outils toujours plus performants et l'assurance de pouvoir compter sur un établissement solide et fiable tel que Météo France. Pouvez-vous nous dire où se place aujourd'hui Météo France sur la scène européenne et internationale en termes de savoir-faire et de capacité? Vous avez évoqué également les relations avec les collectivités territoriales et notamment le nouveau service appelé Climadiag Commune. Quel bilan en faites-vous aujourd'hui? Quels progrès peuvent attendre les collectivités à l'avenir?
Plus largement se pose l'accès à l'ensemble des données que vous collectez et produisez notamment à travers l'open data. Quelle place pour ces données qui peuvent constituer une ressource précieuse pour de nombreux acteurs innovants? Pour finir, lors de votre audition en 2019, vous nous disiez vouloir renforcer l'action de Météo France pour faire connaître les effets constatés et prévisibles des changements climatiques au bénéfice d'une meilleure prise de conscience des enjeux par nos concitoyens. Êtes-vous satisfaite de votre bilan en la matière? Enfin, vous aviez également mis en avant un sujet qui vous tenait particulièrement à cœur, celui de faire davantage en interne pour l'égalité femmes-hommes. Quel progrès avez-vous obtenu? Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté, la parole est à Stéphane Delautrette. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame Schwartz. À mon tour de réaffirmer l'attachement de mon groupe socialiste et apparenté à Météo France, opérateur national indispensable qui contribue activement à l'amélioration de notre connaissance sur le climat, en particulier par la fourniture de projections climatiques globales et régionalisées, notamment dans le cadre des travaux du GIEC, et qui joue ainsi un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique, mais aussi dans l'adaptation à ses effets. Face à la multiplication des événements climatiques extrêmes, nous aurons de plus en plus besoin des connaissances météorologiques pour protéger les populations et comprendre les changements en cours. Malgré la reconnaissance de son rôle essentiel, Météo France est confrontée depuis 2018 à une restructuration drastique. Sur cette période, ça a été rappelé, ce sont les personnels administratifs, les prévisionnistes et les techniciens supérieurs de la météorologie qui ont été les plus touchés par les coupes budgétaires, avec une réduction de moitié de leurs effectifs, passés de 1350 en 2018 à 600 en 2022. Quant au réseau territorial, il a largement été amputé puisque Météo France ne compte plus que 39 implantations contre 115 en 2011. Il semble que cette profonde restructuration a rendu plus complexe sa mission fondamentale, détecter le plus tôt possible les phénomènes climatiques extrêmes pour sauver des vies. Vous nous avez exposé la stratégie que vous déployez, mais considérez-vous disposer des moyens suffisants dans un contexte de besoins croissants? Enfin, comment envisagez-vous le rôle de Météo France dans les prochaines années, les anticipations d'événements climatiques extrêmes, la sensibilisation des populations, la qualité de remontée des alertes? L'adaptation au changement climatique constitue un défi considérable à relever. Là encore, avez-vous estimé vos besoins en moyens supplémentaires pour atteindre ces objectifs? Merci. Pour le groupe Horizon et apparenté, la parole est au député très motivé, Monsieur Vincent Thiébaut. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Madame la présidente directrice générale, Madame Schwartz. Nous vous avions reçu il y a un peu plus d'un an au sein de cette commission. À l'époque, la situation était alarmante puisque la France avait connu de multiples incendies ravageurs, une sécheresse importante et un été que vous avez qualifié d'historique en 2022, tout en soulignant qu'il deviendrait classique d'ici quelques décennies. Un an après, l'été 2023 se classe, selon votre bilan, au 4e rang des étés les plus chauds depuis 1900, derrière 2003 et 2022. Votre nomination intervient donc dans un contexte important et urgent. Il est absolument nécessaire que nous puissions adapter nos politiques, notamment que ce soit en termes d'agriculture, d'aménagement de territoire, de mobilité, mais aussi en termes de logement, de rénovation des habitations, enfin l'ensemble des politiques qui ont impacté les Français et les Françaises. Et à ce titre, Météo France doit avoir un rôle majeur, notamment sur l'accompagnement à l'adaptation de ces politiques et surtout sur la simulation. Dans vos réponses, vous soulignez le cadre fixe que le cadre d'objectifs et de performance de Météo France pour 2022-2026, recherche, contribution aux travaux du GIEC, production de simulations climatiques, sensibilisation, information et fourniture de données et services climatiques. Autant d'objectifs dont nous pouvons souligner la pertinence, notamment dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, l'adaptation des politiques publiques. Vous évoquez par ailleurs un nouveau outil dont s'est doté Météo France, ainsi que ses priorités pour les années à venir, la prévention et l'anticipation. À ce titre, Madame la Présidente, pour votre nomination, est-ce que vous pouvez nous confirmer effectivement les éléments et concrètement comment vous voyez effectivement le rôle de Météo France dans ce rôle d'adaptation, de simulation notamment, et comment d'ores et déjà, aujourd'hui, vous travaillez avec des acteurs tels que l'ONF, les chambres d'agriculture ou autres pour adapter les politiques par rapport au changement climatique. Merci. Merci. Pour le groupe écologiste NUPES, la parole est à Madame Pochon. Merci, Monsieur le Président, Madame Schwartz.
Cette semaine, la communauté de communes du Crétois et du Pays de Saillant, dans la vallée de la Drôme, a organisé une réunion d'information aux habitantes et habitants sur l'avenir climatique du territoire. Le débit de la Drôme et de ses affluents va diminuer de 60% d'ici à 2050. Cette diminution va impacter de manière directe et sans précédent la vie de notre territoire. Ces 3 derniers mois ont été les plus chauds qu'ont connus notre planète depuis 120 000 ans, c'est-à-dire depuis le début de l'humanité. Les conséquences sont bien là, et Météo France tente de les estimer, de les projeter, en informer au mieux les Françaises et les Français. Depuis les années 60, les rendements agricoles ont baissé de 20% du fait des changements climatiques. Les populations de pollinisateurs s'effondrent, les événements climatiques se multiplient. Et s'il est plus que jamais nécessaire de prévoir les conditions climatiques de demain, nous, représentation nationale, devons au mieux nous en saisir pour anticiper les politiques de protection des populations et du vivant. Pourtant, là, c'est de constater que les alertes ne suffisent pas. A69, Bas-Chablais, revirement sur le ZAN, refus du principe pollueur-payeur sur la taxation des SUV ou du kérosène, des avions et des jets. Ici, malheureusement, peu de nos collègues, quand ils ne confondent pas météo et climat, semblent sincèrement convaincus que chaque action que nous faisons ou que nous ne faisons pas aujourd'hui est en train de déterminer les conditions climatiques de la deuxième partie de ce siècle et donc l'habitabilité de la Terre. Nous avons besoin d'organismes publics en capacité de prévoir et de prévenir les populations et nos institutions pour limiter les risques pour la sécurité des biens et des personnes. Les données scientifiques que produit Météo France et le travail des prévisionnistes est à ce regard essentiel. Chers collègues, juste 30 secondes, excusez-moi Madame Pochon. J'y vois un signe de fort intérêt par rapport à la parole de Madame Pochon, mais il n'y a que Madame Pochon qui a la parole. Donc chers collègues, s'il vous plaît. Chers collègues, s'il vous plaît. Monsieur Fugit, Monsieur Descoeurs, s'il vous plaît. Seule Madame Pochon a la parole. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Nous, écologistes, sommes inquiets de la réduction structurelle des moyens et effectifs accordés par le gouvernement à cet opérateur essentiel. Ces moyens humains, ils sont plus que jamais nécessaires, en proximité, pour accompagner les collectivités territoriales et acteurs type SDIS sur le terrain, dans le nécessaire travail d'anticipation des risques climatiques, d'atténuation et d'adaptation à ceux-ci pour que les plus vulnérables ne paient pas le prix de notre cruelle inaction. Aussi, Madame Schwartz, j'aimerais avoir votre sentiment sur la manière dont vous comptez continuer le travail de territorialisation, de conseil et d'appui aux élus locaux dans leurs décisions de politique publique. Je vous remercie. Merci. Je ne vois aucune inscription pour la gauche démocrate et républicaine, ni pour le groupe Lyot. Madame Schwartz, je vous laisse le soin de répondre, en sachant que vous avez d'ores et déjà une petite quinzaine de questions qui vous attendent juste après. Je vais essayer de répondre de manière synthétique, peut-être avec un premier paquet d'éléments sur la qualité des prévisions de Météo France, la façon dont nous nous positionnons et les événements particuliers. Donc d'abord pour dire qu'aujourd'hui, dans les classements objectifs qui sont faits, qui ne sont pas faits par nous, mais qui sont faits par l'Organisation météorologique mondiale, les modèles de Météo France se classent parmi les tout meilleurs quand on regarde les prévisions sur l'Europe. Voilà, parfois au deuxième, parfois au troisième rang, mais toujours dans vraiment ce peloton de tête des modèles. Donc nous sommes au meilleur niveau scientifique et technique aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que nous savons tout prévoir. Certains phénomènes météorologiques sont plus difficiles à prévoir que d'autres, en particulier les phénomènes de petite échelle. Mais ça ne veut... au-delà de la qualité de la prévision, se pose aussi la question de la façon dont nous diffusons cette information. Et tout à l'heure, M. Blairy, vous avez évoqué la situation des tornades. C'est un des défis que nous avons par rapport au dispositif de la vigilance, qui est aujourd'hui un dispositif à l'échelle départementale, de voir comment nous pouvons améliorer l'information que nous donnons sur des phénomènes de beaucoup plus petite échelle. J'ai évoqué tout à l'heure le début de vigilance infradépartementale que nous avons mis en place sur les vagues, submersions et les avalanches. L'objectif, c'est bien de progresser sur ces informations infradépartementales, sachant que tant qu'on est à l'échelle du département, si on met tout un département en rouge pour un événement très local, on a une majorité de population qui se dit « mais Météo France fait n'importe quoi, il ne s'est rien passé chez moi et donc la vigilance est un dispositif inutile, je ne fais plus attention, je ne l'écoute plus ». Mais que si nous ne sommes pas en rouge,
les populations qui sont touchées par des événements très ponctuels, elles, légitimement, s'interrogent sur nos prévisions. Spécifiquement sur les tornades, on sait effectivement prévoir au niveau international les conditions favorables à l'émergence d'une tornade, mais pas spécifiquement les tornades elles-mêmes. Les Américains, qui font ça depuis très longtemps, ont un taux d'échec d'à peu près 50% quand ils prédisent une tornade. Donc nous sommes en train de regarder pour mettre en place un dispositif d'information sur les conditions favorables aux tornades. Voilà, sachant que ce sont des prévisions qui resteront de moins fiables en termes de pourcentage de réussite que ce que nous avons sur d'autres sujets. Mais cette question de l'information infradépartementale est bien quelque chose sur lequel nous travaillons sur les tornades et sur d'autres domaines. Plusieurs d'entre vous ont évoqué la question de la territorialisation des échanges avec les territoires. Donc, d'abord, notre organisation reste territorialisée puisque nous avons quand même 39 sites sur l'ensemble de la métropole, sans parler de l'outre-mer. Et nous, en particulier, nous avons mis en place ce réseau de correspondants, de référents territoriaux qui sont vraiment là, qui n'ont pas de mission opérationnelle, mais dont la mission prioritaire est bien l'accompagnement de leurs interlocuteurs institutionnels côté État ou côté collectivité. Après, pour déployer à grande échelle les services que nous mettons en œuvre et que nous souhaitons renforcer, comme le service sur l'îlot de chaleur urbain que j'ai évoqué à l'instant, nous souhaitons aussi avoir des partenaires. Parce que pour que nos services météo soient le plus utiles possible, il faut qu'ils intègrent une dimension d'impact et donc qu'ils intègrent une connaissance très fine de nos utilisateurs. Nous n'avons pas la connaissance parfaite de tous les secteurs institutionnels et économiques. Et donc, avoir des partenaires va nous permettre de déployer des services qui seront plus utiles à nos interlocuteurs et qui pourront être déployés à plus grande échelle. Il y avait une deuxième série de questions qui portaient sur les services commerciaux, les recettes externes de Météo France. Aujourd'hui, le domaine des services météorologiques et climatiques est en très forte expansion. Il y a énormément de demandes pour ce type de services. Et Météo France n'a pas les effectifs pour répondre à l'ensemble des demandes. Ce que nous souhaitons faire, c'est répondre aux demandes pour lesquelles la valeur ajoutée d'un organisme public avec une très grande expertise scientifique va être la plus grande. Donc pas des services météorologiques que j'appellerais tout venant, standards, qui peuvent être très bien menés par un grand nombre d'entreprises privées, mais plutôt des services à haute valeur ajoutée et en particulier des services auprès des secteurs essentiels du pays. Et donc nous avons défini comme secteur prioritaire, outre le secteur public, le secteur des transports, le secteur de l'énergie et le secteur de l'eau, qui nous paraissent être 3 secteurs essentiels au pays dans lesquels l'accompagnement de Météo France en termes de services commerciaux aura le plus de valeur ajoutée. Sur les données publiques que plusieurs d'entre vous ont évoquées, Météo France va connaître une évolution importante à la fin de cette année, puisque l'accès à l'ensemble de nos données publiques va devenir gratuit. Donc effectivement, offrant de nouvelles possibilités de réutilisation de ces données. Ça va aussi nécessiter pour nous des investissements importants en matière informatique et sans doute, je dirais, un peu de jouvence de nos systèmes informatiques dans les prochaines années pour permettre la mise à disposition de l'ensemble de ces données publiques gratuitement dans de bonnes conditions. Mais en tout cas, dès le 1er janvier 2024, toutes nos données publiques seront accessibles gratuitement.
Alors, il y avait une question sur l'égalité homme-femme, effectivement, sujet qui me tient à cœur, sur lequel nous avons mis en place un plan pluriannuel au sein de Météo France, plan qui repose à la fois sur la lutte contre toutes les discriminations et tous les harcèlements, l'accompagnement des personnes, des mesures de promotion des femmes au sein de l'encadrement et de l'encadrement supérieur et des dispositifs d'accompagnement, le tout avec la mise en place d'un certain nombre d'indicateurs de suivi que nous sommes en train de mettre en place pour vérifier les effets de cette politique. Et puis, une question sur les besoins de recrutement de Météo France. Effectivement, compte tenu de notre pyramide des âges, nous avons énormément de départs en retraite, presque 200 cette année. Ce qui veut dire deux choses. D'abord, nous avons augmenté la taille de nos promotions d'ingénieurs et de techniciens supérieurs à l'École nationale de la météorologie pour former davantage de fonctionnaires, mais il faut un peu de temps pour les former. Et puis que nous renforçons fortement le recrutement de contractuels, alors qui peuvent être issus du secteur public ou du secteur privé. Et nous sommes en train de mettre en place, je dirais, puisqu'il va être présenté en CSA dans quelques semaines, un cadre de gestion de nos contractuels pour permettre de renforcer notre attractivité sur ces sujets-là. Nous sommes globalement un établissement attractif parce que le sujet climatique est un sujet attractif. Malgré tout, les conditions d'emploi et de rémunération sont évidemment importantes. Et donc, c'était vraiment très important qu'on crée ce document qui n'existe pas et qui permet de donner une bonne visibilité aux personnes qui pourraient souhaiter nous rejoindre sur les conditions dans lesquelles elles vont être employées au sein de l'établissement. Pour finir, peut-être la sensibilisation. Sur la sensibilisation au changement climatique. Alors, oui, nous avons fait pas mal de choses. D'abord, nous avons créé un réseau d'intervenants internes dédiés à ce sujet-là. Donc, pour pouvoir répondre à tous les besoins des services de l'État, de la sphère éducative, des entreprises, pour venir informer, sensibiliser. Nous avons également fortement renforcé les contenus sur le climat sur notre site Internet. Notre site Internet, c'est 500 millions de visites par an. Donc, c'est un très bel outil de promotion. Et on voit qu'entre 2021 et 2022, avec le renforcement de nos contenus, on a une augmentation de plus de 40% de la consultation de nos pages sur le climat. Et puis, dans ce domaine-là également, nous avons engagé de nombreux partenariats avec des médias, avec des organismes spécialisés dans la formation pour pouvoir démultiplier nos messages sur le changement climatique. Enfin, sur l'adaptation des politiques publiques et le rôle que Météo France peut y jouer dans le domaine du changement climatique, nous sommes très fortement impliqués aujourd'hui dans l'exercice de trajectoire de référence pour l'adaptation au changement climatique qui a été lancé par le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, donc de façon à fixer un cadre de départ à toutes les politiques publiques pour voir à quoi il faut s'adapter. Et Météo France a mis à disposition sur son portail DRIAS, depuis la rentrée, les données de référence qui ont été travaillées pour cet exercice et qui maintenant vont être intégrées dans les différentes politiques publiques qui vont être révisées, notamment dans le cadre du plan national d'adaptation au changement climatique. Peut-être est-ce qu'il faut que je m'arrête là et puis... Ce que je vous propose, c'est qu'on passe peut-être aux séries de questions, mais vous avez, je pense, d'ores et déjà répondu avec précision aux interpellations des collègues. Nous allons donc passer aux questions d'une minute. Première question de Yannick Horry. Merci, Monsieur le Président. Madame, chers collègues, l'eau est un marqueur du réchauffement climatique.
les épisodes de sécheresse sont plus intenses qu'auparavant. En 2022, plus de 2000 communes ont été proches de la rupture d'approvisionnement en eau potable. 1260 cours d'eau étaient asséchés. Pour aider les acteurs locaux à mieux gérer la ressource en eau, Météo France met à disposition un nouveau portail de données hydrologiques, Drias Eau, en partenariat avec l'INRAE et l'Office international de l'eau. Quel bilan peut-on tirer de ce portail et quels nouveaux outils Météo France mettra en œuvre pour participer à une gestion plus résiliente de la ressource en eau? Merci. La parole est à David Valence. Merci Monsieur le Président. En 2022, 72 000 hectares de nos forêts françaises ont brûlé et dans ma circonscription par exemple, cela s'est produit malheureusement à Mortagne ou Bifontaine. Intégré au dispositif national de lutte contre les incendies, Météo France opère comme un acteur clé de la chaîne d'alerte et de prévention. Vous avez souhaité renforcer votre mission d'appui opérationnel au dispositif national avec comme objectif cible 55 départements couverts à partir de 2024, tous situés dans la zone de défense sud et ouest. À titre indicatif, seriez-vous en mesure de nous indiquer à quelle échéance la zone de défense Est sera elle aussi dotée d'une assistance renforcée? Comment voyez-vous surtout, Madame la Présidente, la structuration du partenariat qui vous lie aux collectivités territoriales et aux services de l'État? Je vous remercie. Merci. La parole est à Anthony Brosse. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente Directrice Générale. Depuis le 2 juin 2023, Météo France publie la météo des forêts. Cet outil pédagogique à l'égard du grand public a reçu un très bon accueil, comme j'ai pu le constater lors d'échanges avec des promeneurs en forêt d'Orléans dans ma circonscription. Au-delà de ces informations, pouvez-vous nous expliquer le travail que vous menez avec les acteurs professionnels de la forêt et les SDIS? Des partenariats renforcés sont-ils à l'étude? Je vous remercie. Merci. La parole est à Pascal Boyer. Elle n'est pas là. On pourra poser la question si elle nous rejoint. La parole est à Laurence Edelgrière. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, l'augmentation des incidents climatiques fait partie des premiers impacts du changement climatique. Ainsi, dans mon département, l'Ardèche, les années de sécheresse se succèdent, tandis que dans le même temps, on assiste à des orages de grêle plus fréquents et plus intenses, ainsi que des épisodes cévenols d'une rare intensité. Les dégâts sont nombreux, les coûts de remise en état s'élèvent parfois à plusieurs millions d'euros. Malgré leur caractère inévitable, ces phénomènes météo sont tout de même prévisibles. Ainsi, dans un objectif de prévention des impacts de ces incidents climatiques, il me semble indispensable de développer une politique de prévention des risques météorologiques. Aussi, pouvez-vous nous en dire plus sur l'action de Météo France en matière de prévention ? Enfin, pouvez-vous nous indiquer là où les façons dont vous pouvez accompagner les décideurs, comme les communes ou les entreprises, dans la prévention du changement climatique? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Luc Fugit. C'est bon. Merci, Monsieur le Président. Alors, Météo France est un acteur majeur, évidemment, de la météorologie et du climat. Moi, je souhaiterais en savoir plus sur votre politique en matière de recherche. Et quelle est la place de la recherche chez Météo France? Quelle recherche pour l'avenir? Je dirais même les ambitions budgétaires, y compris la relation avec la formation des doctorants. Et j'aimerais bien voir comment vous vous positionnez. Comment travaillez-vous aussi avec des acteurs tels que le CNES, le CNRS ou tous les autres acteurs français, donc, voire étrangers, donc, sur la recherche? Et puis, évidemment, quels axes de recherche privilégiez-vous donc, pour les années à venir? Merci. Merci. La parole est à Monsieur Marchiot. Merci, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Vous aviez lancé à l'automne dernier des outils permettant d'évaluer l'impact qu'aura le dérèglement climatique dans une commune ou pour une entreprise. Dans le Nord, nous faisons face à un problème grave lié au climat, le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux, dit RGA, qui consiste en une succession de mouvements des sols argileux du fait des variations de leur teneur en eau. Les épisodes climatiques, phase d'hydratation, phase de sécheresse, entraînent des dégâts sur les constructions. Le ministère de l'Intérieur a publié la liste des communes du pays pour lesquelles l'état de catastrophe naturelle a été reconnu sur ce motif. 254 dans les Hauts-de-France, le Nord arrive en tête avec 134 communes, dont Marchienne, entre autres sur ma circonscription. Les conséquences sont plus que préjudiciables sur l'habitat et sur le patrimoine architectural.
Je voudrais donc savoir si au bout d'1 an, les mesures prises ont été satisfaisantes et comment améliorer la précision des alertes et de la communication dans le cadre d'un travail commun entre les départements et les mairies. Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur Dragon. Merci, Monsieur le Président Zulesi, mes chers collègues, Madame la Présidente de Météo France. Un rapport sénatorial, il y a 2 ans, indiquait que sur une période d'une grosse dizaine d'années, près de 900 emplois avaient été supprimés dans cette grande maison qu'est Météo France, maison à laquelle les Français sont tous très attachés, les particuliers bien sûr, mais également les professionnels et plus précisément nos agriculteurs français, encore plus devant le défi du changement climatique. Ma question est toute simple, ne pensez-vous pas que justement face à ce défi du changement climatique qui va s'amplifier, est-ce que ça ne va pas exiger des moyens forcément plus conséquents dans cette grande maison que vous dirigez? Je vous remercie. Merci. La parole est à Sylvain Carrière. Merci Monsieur le Président, Madame Schwartz. Météo France est le pôle public de la météo qui observe, collecte, traite, prédit et diffuse la météo du territoire français. Fleuron donc des politiques d'urgence à mettre en place en France, notamment pour préserver les populations, mais aussi l'agriculture. Et pourtant, depuis quelque temps, au lieu de former et de recruter massivement des scientifiques prévisionnistes, vous allouez les crédits à des programmes d'intelligence artificielle. C'est le cas des alpha. Ce modèle vise à progressivement remplacer les prévisionnistes poussés vers la retraite et non remplacés à leur départ, comme c'est déjà le cas. La météo probabiliste est fiable, basée sur des données historiques, mais leurs scientifiques alertent sur l'imprévisibilité climatique de demain. Nous devons garder des fonctionnaires et allier humain et intelligence artificielle. Croire que l'intelligence artificielle ou le tout numérique remplacera totalement l'humain, c'est se tromper totalement. Alors, ma question est la suivante. Comment un modèle anticipera-t-il des records de température ou de précipitation quand ceux-ci ne se sont jamais produits avec des conditions jamais observées? Je vous remercie. Merci. La parole est à Sylvie Ferrer. Merci Monsieur le Président. Madame Schwartz, j'ai consulté donc vos réponses au questionnaire qui vous a été envoyé et vous signalez que les effectifs ont augmenté de 25 équivalents temps plein dans le projet de loi de finances. Vous le dites, cela répond à une nécessité à cause du réchauffement climatique. Je vous cite, il faut mieux anticiper les feux de forêt et il faut également mieux informer le grand public. Alors, 25 équivalents temps plein, c'est bien, mais en termes de personnel, il y avait 1000 agents de plus en 2010. Donc ma question, Madame Schwartz, est-ce que cette hausse de personnel pour 2024 vous paraît suffisante? Je vous remercie. Merci. La parole est à Vincent Descoeur. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, le contrat d'objectif 2018-2022 a, vous l'avez rappelé, conduit à une forte réduction des effectifs et du nombre d'implantations de Météo France. Une réduction qui s'est avérée imprudente et irréaliste. La stratégie consistant à privilégier l'investissement et le recours à des prévisionnistes qualifiés au détriment de référents locaux de terrain a eu des effets négatifs, en particulier en montagne, et des conséquences fâcheuses sur la prévention et l'anticipation des avalanches, révélant au passage les limites d'une implantation humaine insuffisante. D'où mes questions. Envisagez-vous, dans ces territoires de montagne, de poursuivre le programme de réimplantation de stations locales que vous avez engagé et que je salue? Et considérez-vous que le partenariat que vous avez récemment initié avec un réseau de guides de montagne a permis de retrouver une qualité de prévision satisfaisante? Implantation locale qui avait été, souvenez-vous, chers collègues, le fruit d'une de vos auditions et vous aviez été très attentive à nos revendications. Excellent. La parole est à Christelle Pétex-Levé. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, cet été, une information quotidienne était faite sur le risque feu de forêt en parallèle de la météo des plages, alors que Météo France a lancé en juin, comme vous l'avez d'ailleurs expliqué dans vos propos, une météo des forêts à l'attention des pompiers qui concerne 35 départements et sera étendue à 55 d'entre eux l'année prochaine. Si nous nous félicitons de ces initiatives, nous voudrions en savoir plus sur les conséquences de ces mesures qui auraient nécessité la création de plusieurs postes à Météo France. En quoi cette météo des forêts constitue-t-elle une avancée significative par rapport au bulletin par zone de défense qui existait déjà?
aurait-elle permis de lutter contre un nouvel été meurtrier identique à 2022, qui avait fait dire à notre collègue au titre du PLF que Météo France n'était pas capable, faute de personnel suffisant, de gérer simultanément plusieurs situations de ce type? Enfin, avez-vous déjà anticipé des besoins analogues sur d'autres risques type canicule, crues, orages violents, qui vont aussi prospérer? Je vous remercie. Merci. La parole est à Jean-Yves Bonny. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, alors que la dotation de l'État représente 45% du budget de Météo France, vous avez poursuivi durant votre mandat une politique de diversification des ressources avec l'exploitation de services payants censés apporter de nouvelles recettes commerciales. Souhaitez-vous perpétuer cette politique de services tous azimuts, comme semble vous y pousser l'État, en demandant de lancer un nouvel outil climatique par an? Dans quel domaine et auprès de quel acteur voudriez-vous alors vous investir? Vos prestations à destination des collectivités remportent-elles le succès espéré? La recherche de clients économiques premium ne risque-t-elle pas de dégrader la qualité de l'information réservée au reste des usagers? Comptez-vous rendre payante une part plus importante des informations destinées aux agriculteurs? Enfin, face à la concurrence du numérique et des données produites par des privés, quelle riposte envisagez-vous pour redonner de la valeur à vos propres données? Merci. Merci. La parole est à Jean-Pierre Tête. Monsieur le Président, Madame la Présidente, ma question porte sur le dispositif de vigilance et d'alerte face à des événements météo graves. Par exemple, lors des inondations de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée en 2020, l'événement avait été anticipé, comme l'ont rappelé nos collègues Alexandra Masson et Philippe Pradal dans leur mission Flash, mais la localisation des précipitations était incertaine et l'ampleur du phénomène sous-estimée. Comment pensez-vous améliorer le dispositif afin de ne pas noyer les maires et la population sous un flot de messages anxiogènes sans rapport avec la réalité du terrain, notamment lors d'alertes canicules? À quelle échéance pensez-vous généraliser l'échelle de mesures infradépartementales pour l'ensemble de la vigilance, voire la maille des 500 mètres actuellement à l'étude? Dans quelle situation auriez-vous recours aux alertes SMS et au système FR Alert du ministère de l'Intérieur? Enfin, quel jugement portez-vous sur les cartographies des bulletins météo télé où cohabitent un soleil, un nuage et des gouttes de pluie, et sur le nouveau journal de la météo et du climat de France Télévisions? Je vous remercie. Merci. La parole est à Pierre Vatin. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, vous avez évoqué les supercalculateurs Belenos et Taramis qui ont permis d'améliorer sensiblement la qualité et l'anticipation de la prévision. Cependant, ils coûtent cher, 23 millions d'euros par an de maintenance. Deux interrogations donc. Comment pensez-vous financer de façon pérenne cet entretien, notamment en cas d'envolée du prix de l'électricité après un surcoût de 7 millions d'euros en 2023? Avez-vous assez de prévisionnistes pour exploiter toutes les données générées? Par ailleurs, dans l'attente de la future génération de supercalculateurs qui permettra de multiplier par 6 la puissance de calcul de Météo France, mais dont le coût de cet investissement est de 350 millions d'euros, le report de ce déploiement à 2026 et non 2025 trahit-il des difficultés de financement? Aura-t-il une incidence sur la capacité de prévision engagée à cette échéance? Êtes-vous inquiète des difficultés du groupe Atos qui conçoit ces supercalculateurs? Enfin, qu'en sera-t-il des autres investissements de Météo France qui oscillaient de 15 à 18 millions d'euros depuis 2012, mais ne seront que de 14 millions d'euros en 2023, rénovation thermique comprise? Merci. La parole est à Nicolas Rey. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, la circonscription de Vichy a été frappée en juin 2022 par de violents orages de grêle qui ont détruit voitures, toitures, exploitations agricoles et plongeant 20 000 sinistrés dans des situations de détresse. Tout d'abord, comment pouvez-vous mieux alerter nos habitants de ces orages violents? Autre question, est-ce que les fusées anti-grêle nouvelle génération sont pour vous efficaces? Ces fusées, pour rappel, diffusent des particules d'iodure d'argent qui empêchent les gouttelettes d'eau de remonter et de former des grêlons de forte intensité. Mais ces fusées doivent être tirées 2 minutes avant l'orage de grêle pour être efficaces. Donc, est-ce que vous êtes en capacité de prévoir avec précision et au dernier moment ces orages pour rendre efficaces ces fusées? Dernière question, une autre technique consiste à lancer des ballons d'hélium qui diffusent des sels hygroscopiques. Cette technique s'appuie sur un réseau de radars privés qui est coûteux. Est-ce que les réseaux de radars de Météo France pourraient être utilisés pour appuyer cette nouvelle technologie anti-grêle?
Merci. La parole est à Sophie Panonacle. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, vous avez signé une convention cadre 2020-2026 avec le CEREMA ayant pour objectif d'accompagner les territoires face au changement climatique. Cette collaboration porte notamment sur la pérennisation du réseau de mesures HOUL et est envisagée également la télédétection pour l'observation du littoral. Pouvez-vous nous en faire un bilan à mi-parcours? Entre autres, avez-vous été doté d'houlographes? J'avais déposé dans le dernier PLF un amendement sur davantage de matériel qui n'avait pas été adopté. Par contre, la ministre s'était engagée à prendre en compte cette demande pour que vous puissiez obtenir ce matériel. Qu'en est-il aujourd'hui? Et enfin, Madame la Présidente, je vous propose de rejoindre le Comité national du trait de côte que je préside. Je pense que votre expertise serait extrêmement pertinente dans l'avancement de nos travaux pour accompagner nos communes face à l'érosion côtière. Je vous remercie. Merci. La parole est à Jimmy Pain. Merci, Monsieur le Président. Chère Madame, je vous avais questionné l'an passé sur la possibilité d'émettre les BMS, les bulletins météo spéciaux, plus tôt, le matin pour le soir pour le matin, ne permet pas aux navires d'anticiper, aux navires qui naviguent sur les zones côtières d'anticiper. Et puis, je voulais aussi vous poser une autre question sur comment faire pour essayer d'améliorer encore mieux la coopération entre les petites start-up et Météo France. Un bateau vient d'être mis à l'eau. On a mis son gréement et rien qu'avec la propulsion du vent, le bateau naviguait à presque 20 km/h, ce qui est une très belle performance. Donc je crois vraiment qu'on va aller de plus en plus et c'est le moyen de transition le plus facile, le vent. Donc comment faire, madame, pour essayer encore d'améliorer un petit peu ces relations entre ces start-up qui vont se multiplier parce que le routage météorologique et maritime va être plus important et Météo France, sachant que d'autres entreprises nationales, je pense à l'Ifremer, le font et qu'ils travaillent déjà, hélas, avec d'autres entreprises de météorologie d'autres pays. Je vous remercie. Merci. La parole est à Tamir Abed. Merci, Monsieur le Président. Madame la Présidente, je voulais vous interroger plus sur les territoires d'outre-mer, pour nous évoquer un peu les missions spécifiques de Météo France sur ces territoires-là, et notamment sur le dispositif que vous avez engagé pour localiser et prévenir sur l'échouement des sargasses. Avec la question des sargasses, c'est un sujet économique majeur sur ce territoire-là, donc savoir où on en est dans ce dispositif et s'il y a encore des améliorations à apporter. Merci. La parole est à Nicolas Thierry. Merci, Monsieur le Président. Madame Schwarz, à l'heure où les conséquences du dérèglement climatique sont de plus en plus visibles et coûteuses, l'accès aux données publiques de Météo France, véritable trésor de connaissances, se démarque comme une exception. En effet, l'accès à des fichiers sous forme de données n'est pas possible, ce qui rend impossible en open data de travailler sur des indicateurs, des statistiques ou des analyses fines à un moment où les catastrophes naturelles se multiplient. Or, l'ouverture en open data de ces données aurait un impact très bénéfique sur de nombreux secteurs d'activité, services publics, domaine assurantiel, protection des personnes et des biens, efficience de l'agriculture, énergie, gestion de l'eau, etc. Je souhaiterais donc vous interroger sur votre vision en tant que futur PDG de Météo France. Pouvez-vous nous partager votre stratégie concernant la mise à disposition des données de Météo France dans un monde confronté à des enjeux climatiques de plus en plus pressants? Et plus précisément, pensez-vous que Météo France puisse assurer une bonne qualité de service à titre gratuit, comme l'impose le règlement européen sur les données de grande valeur? Et la question se pose à un moment où, si mes informations sont bonnes, les premiers projets présentés en Conseil supérieur de la météorologie continueraient de déployer une offre payante spécifique dite plus rapide. Merci pour votre réponse. Merci. Nous avons donc eu 21 questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que tous les collègues ont pu s'exprimer? Il me semble que oui. Est-ce que Madame la rapporteure, vous avez des questions complémentaires à poser? Pas à ce stade, peut-être dans un second temps. Madame Schwartz, je vous laisse le soin de répondre. Ces 20 questions, vous l'avez compris, c'est aussi la marque d'intérêt de notre commission aux activités de Météo France. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Du coup, je vais essayer de répondre à la fois précisément et rapidement. D'accord. Bon, merci beaucoup. Alors d'abord, il y avait un ensemble de questions autour de la question des incendies. Et donc, je vais me permettre de revenir un petit peu sur ce que fait Météo France dans ce domaine et les évolutions récentes. Nous faisons, depuis cet été, deux types de choses. D'abord, une mission que nous exerçons depuis plusieurs années, qui est l'appui opérationnel au service de lutte contre les incendies. Un appui qui prend deux formes. La production
on va dire, de cartes et de bulletins à très petite échelle que nous produisons 2 fois par jour, historiquement autour de la Méditerranée, puis voilà, progressivement qu'on a élargi sur le territoire, et puis qui est accompagné dans certaines zones d'une présence pendant toute la saison des incendies de prévisionnistes de Météo France directement dans les centres opérationnels de lutte contre les incendies à Marseille, à Bordeaux et à Nîmes. Donc cet appui opérationnel qui représente bien un des exemples de la poursuite de la présence de Météo France dans les territoires là où c'est nécessaire. C'est une des choses qui a été renforcée cet été. Donc, présence qui était systématique déjà à Marseille, donc pour la partie sud-est du territoire. Présence qui est devenue systématique à l'été 2023 à Bordeaux, donc pour la partie sud-ouest, et présence qui deviendra systématique de la même manière à Rennes à partir de l'été 2024. Donc ce seront 50 départements qui seront couverts par cet appui à la fois en production technique et en présence physique de nos prévisionnistes. Dans le reste du territoire national, bien sûr, nous apportons aussi un appui au service de lutte contre les incendies, mais cet appui se fait à distance, avec la production aussi de cartes d'expertise, mais cet appui se fait à distance. Ce dont nous discutons avec le ministère de l'Intérieur, c'est les évolutions qu'il faudra apporter. Pour l'instant, il n'apparaît pas nécessaire, j'ai envie de dire, et heureusement, dans la zone Est, d'avoir ce type de présence systématique sur place pendant la saison de lutte contre les incendies. Malheureusement, c'est quelque chose qui risque de devenir nécessaire à l'échelle de quelques années. Donc ça, c'est vraiment le dispositif opérationnel d'appui aux pompiers, pour dire simplement. Et à côté, l'autre nouveauté depuis le mois de juin, c'est la production au niveau national d'une carte qu'on appelle la météo des forêts, qui est une carte qui, elle, est à l'échelle départementale, donc qui n'est pas aussi précise que celle que nous donnons au service de lutte contre les incendies, qui elle, est une prévision à 2 jours, et qui est avant tout faite pour alerter les Français sur le fait que dans le territoire dans lequel ils se trouvent, les conditions météorologiques peuvent être particulièrement propices aux feux de forêt, et que donc il faut prendre des précautions particulières. Et donc cette météo des forêts, elle est accompagnée d'un rappel de conseils de comportement sur le bricolage, les barbecues, les mégots de cigarettes, etc., pour éviter que des incendies se déclenchent dans des zones où les conditions météo donneraient rapidement des incendies de grande ampleur très problématiques. Donc voilà, je voulais bien réexpliquer ces 2 éléments. L'appui au service opérationnel qu'on appelle parfois la météo des incendies, et puis la carte nationale destinée au grand public qui est la météo des forêts. Et donc dans ce cadre-là, le partenariat que nous avons, encore une fois je vais dire simplement, avec les pompiers et tous les acteurs de la lutte contre les incendies est un partenariat très étroit pendant la période opérationnelle, mais aussi pendant le reste d'année, avec des formations croisées, des échanges. Là, nous sommes sur le point d'engager le retour d'expérience avec eux de la saison de cet été, dans une logique d'amélioration constante des dispositifs. Vous aviez également des questions plus larges sur ce que nous pouvions faire pour les collectivités, voilà, pour mieux anticiper, mieux informer en cas d'événements intenses et pour agir dans le sens de la prévention des risques.
Alors la première chose, bien sûr, c'est toujours essayer d'améliorer l'anticipation de nos prévisions. Et je vous ai dit, voilà, l'objectif que nous avions de passer d'une cible de 3 heures, qui était la cible jusqu'ici, à une cible d'anticipation de 6 heures, parce que voilà, tous les services chargés de la gestion de crise nous ont dit que 3 heures, c'était court pour eux et qu'ils avaient besoin de davantage de temps. On a aussi un certain nombre de dispositifs qui sont dédiés pour les communes. Je pense par exemple à un dispositif qui s'appelle APIC, avertissement sur les prévisions intenses à l'échelle des communes, qui permet aux communes gratuitement de s'abonner pour recevoir sur le téléphone de la personne qu'elles auront désignée un avertissement lorsqu'on approche de seuils de précipitation à risque. Voilà, de façon à ce que vraiment elles n'aient pas besoin d'aller consulter une information, mais que l'information leur arrive directement si on considère qu'on est dans une situation tendue. Après, nous pensons aussi que nous pouvons faire davantage dans le domaine des événements météo intenses, comme nous le faisons dans les feux, pour relayer les bons conseils de comportement. C'est-à-dire qu'on voit que autant les Français connaissent bien la vigilance météorologique, hein, quand on les interroge, la très grande majorité d'entre eux disent qu'ils connaissent le dispositif de vigilance et qu'ils voient bien ce que c'est. Par contre, ils connaissent beaucoup moins bien les comportements à adopter dans les situations dangereuses et notamment les comportements à ne pas adopter. En matière de recherche, donc dans le domaine de la recherche météorologique, les partenariats sont extrêmement intenses. Nos centres de recherche, et en particulier le principal, le Centre national de recherche en météorologie, sont toutes des unités mixtes avec le CNRS. L'essentiel de nos projets de recherche se font dans le cadre de collaboration. Alors, CNRS, beaucoup à l'échelle toulousaine, notamment avec l'Université de Toulouse, mais aussi beaucoup à l'échelle internationale, en particulier européenne, dans le domaine de la prévision numérique du temps, donc des modèles sur lesquels s'appuient nos prévisions. Nous avons mis en place une structure de collaboration qui s'appelle Accor, qui regroupe les services météo de toute l'Europe, et je dirais au sens géographique, au sens très large, quasiment tous les services météorologiques, hein, plus d'une trentaine d'entre eux, pour travailler ensemble pour améliorer la prévision numérique du temps. On est sur des domaines qui nécessitent beaucoup de moyens, et effectivement la mise en commun de ces travaux nous permet d'être meilleurs. Et c'est une personne de Météo France qui dirige, qui a aujourd'hui la direction de ce consortium international. Sur le retrait-gonflement des argiles, donc Météo France joue un rôle d'apport d'expertise dans le dispositif, donc en donnant une information à la commission interministérielle catastrophes naturelles qui prend les décisions de classement. Nous donnons une information sur l'aspect sécheresse du sol, et notamment sur le caractère plus ou moins historique de la sécheresse du sol. Il y a beaucoup de travaux en cours en ce moment sur le RGA, notamment le rapport de votre collègue Monsieur Ledoux, avec des évolutions qui, pour un certain nombre d'entre elles, concernent Météo France, notamment le fait que nous puissions fournir plus souvent nos rapports d'expertise, plus régulièrement, en gros tous les trimestres au lieu de tous les ans, de façon à accélérer la procédure. Donc ça, c'est bien sûr quelque chose dans lequel nous sommes tout à fait prêts à nous engager, pour que toutes ces indemnisations et toutes ces évaluations puissent être faites plus rapidement. Alors, sur la question de l'humain et versus les modèles et versus l'intelligence artificielle. Là aussi, je vais peut-être commencer par revenir sur la façon dont on fonctionne.
pour faire des prévisions, aujourd'hui, on s'appuie beaucoup sur des modèles. Beaucoup de modèles qui utilisent beaucoup de données, de beaucoup de satellites et qui sortent un grand nombre de scénarios. Après, ces modèles, ces résultats de modèles sont repris, expertisés, analysés, travaillés par nos prévisionnistes. Et c'est là que la complémentarité entre les progrès techniques et l'expertise humaine prend tout son sens. Il est certain que grâce au progrès de la modélisation numérique, c'est une des choses qui nous a fait beaucoup progresser dans ces dernières décennies. Mais il est certain aussi que dans les situations les plus complexes, dans les situations à enjeu, nous avons absolument besoin de l'expertise de nos prévisionnistes. Et d'ailleurs, je dirais, nous en avons tellement besoin et nous reconnaissons tellement l'importance de leur rôle que nous avons requalifié le métier de prévisionniste, qui était un métier de technicien supérieur, et nous avons requalifié en des postes d'ingénieurs, parce que effectivement, on est sur des domaines d'une grande complexité. Donc voilà, c'est bien sur cette complémentarité que nous travaillons. Il y a des choses qui peuvent être produites de façon automatique quand les sorties de modèles sont suffisamment bonnes. Je dirais notamment quand les situations météorologiques sont suffisamment simples. Et puis, il y a des aspects sur lesquels on a absolument besoin de l'expertise humaine, et en particulier pour la production de la vigilance météorologique, donc en cas d'événements météorologiques dangereux, où on prévoit, enfin il est clair qu'on continue à s'appuyer absolument sur une expertise humaine. Ce sont nos prévisionnistes qui fixent les niveaux de la vigilance et qui vont continuer à le faire demain comme aujourd'hui. Finalement, l'intelligence artificielle ne va pas changer cet équilibre-là. C'est-à-dire que là où nous espérons gagner grâce à l'intelligence artificielle sur la prévision que j'évoquais tout à l'heure, c'est sur la partie modélisation. C'est en fait le fait de remplacer des modèles qui sont très très lourds, très complexes, plusieurs millions de lignes de code, les remplacer par des émulateurs par intelligence artificielle qui vont tourner beaucoup plus vite, donc qui vont nous permettre de gagner du temps, mais dont le résultat, comme celui des modèles d'aujourd'hui, sera ensuite analysé, expertisé, retraité par nos prévisionnistes. Donc il ne s'agit pas du tout, au travers de ces développements d'intelligence artificielle, d'aller plus loin en termes d'automatisation, mais finalement il s'agit de faire différemment quelque chose que nous faisons déjà aujourd'hui de manière numérique. Sur la montagne, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Alors, nous ne constatons pas du tout de dégradation de nos prévisions en montagne. Et ce d'autant plus, et en tout état de cause, nous n'avons pas réduit nos nombres d'implantations en montagne. C'est ce qui était effectivement envisagé en 2018 dans le plan AP 2022 pour Météo France. Mais nous avons réexaminé ces conditions. La prévision météorologique en montagne est plus complexe. Les modèles, je dirais, sont moins performants aujourd'hui. Et donc, en particulier, nous avons davantage besoin des observations de terrain sur l'état de la neige. C'est plus compliqué de modéliser l'état de la neige. Donc, nous avons vraiment réaffirmé le principe de garder ces 6 implantations en montagne et renforcer le partenariat avec les professionnels de la montagne. Donc, à la fois les professionnels des stations de ski, des services des pistes des stations de ski, avec nous avons un partenariat de longue date parce qu'ils font des observations pour nous. Et donc, nous avons renforcé ce partenariat avec eux. Mais nous avons aussi souhaité signer un partenariat avec les guides qui nous permettent d'avoir des observations lorsque les stations de ski sont fermées et en dehors des zones des stations de ski. Donc, voilà, ce partenariat est encore récent. Il reste d'ailleurs à consolider. Le syndicat des guides cherche encore à consolider des éléments de financement.
mais les expérimentations que nous avions faites avec eux dans les 2 hivers précédents nous rendent très optimistes sur la valeur ajoutée que leurs observations vont nous apporter. Sur les services, c'est vrai que j'ai parlé plusieurs fois de services, et notamment de services climatiques. Je voudrais d'abord préciser qu'une partie de ces services sont des services gratuits, notamment les services Climadiag Commune ou Climadiag Entreprise que j'ai évoqués tout à l'heure, sont des services qui sont disponibles sur notre site internet de façon totalement gratuite. D'autres services ont effectivement vocation à être payants lorsqu'ils nécessitent des ressources humaines importantes pour faire des développements adaptés à chacun de nos clients. Tous les services ne peuvent pas être automatisés, et donc dans ces cas-là, on fait payer. Mais on est assez loin, on est vraiment loin d'ambition de développement massif des ressources externes et des services commerciaux de l'entreprise. On a aujourd'hui des recettes commerciales. Alors, je mets de côté la publicité parce que c'est un sujet en soi, mais des recettes commerciales vis-à-vis des entreprises qui sont de l'ordre de 27 millions d'euros. Ce montant a augmenté surtout du fait d'un contrat que nous avons avec le ministère de la Transition écologique sur l'éolien en mer pour faire les évaluations de ressources préalables aux appels d'offres pour l'éolien en mer. Donc effectivement, ce montant-là, il a augmenté avec le nombre d'appels d'offres que le gouvernement souhaite lancer dans le domaine de l'éolien en mer. Mais sinon, on a une certaine stabilité de nos recettes commerciales depuis plusieurs années autour de 21-22 millions d'euros. Et notre ambition pour les 5 prochaines années, c'est une augmentation de l'ordre de 2% par an. Donc pas négligeable, mais malgré tout limité. Donc on n'est pas du tout sur l'idée de développer massivement des activités commerciales. Nos moyens en effectifs ne nous le permettraient pas. Donc il faut bien sûr qu'on consacre les effectifs suffisants d'abord à nos missions de service public. Et donc on ne prévoit pas d'augmenter les effectifs que nous allons consacrer à nos services commerciaux dans les prochaines années. Sur le supercalculateur et la raison du report. Alors, en fait, ce que nous cherchons à faire, c'est à utiliser le plus efficacement possible cette ressource informatique et donc à économiser un peu d'argent, mais pas parce qu'il y a une difficulté pour le financer, parce que, comme je vous l'ai dit, le SGPI a donné son accord et nous avons des retours tout à fait positifs de la direction du budget, mais plutôt dans un objectif d'utilisation optimale de l'argent public, puisque ce dont nous n'étions pas sûrs au départ, c'est qu'Atos accepterait de prolonger sa garantie sur les conditions de fonctionnement du calculateur jusqu'à 2026. Or, ça, c'est indispensable. Il faut qu'on soit sûr d'avoir un calculateur qui fonctionne dans de bonnes conditions. À partir du moment où Atos a accepté de prolonger sa garantie, pour nous, ça veut dire qu'il est possible de continuer à fonctionner 1 an de plus dans les meilleures conditions et donc d'utiliser au mieux l'argent public qui nous est confié. Pour le prochain appel d'offres que nous allons lancer, la réduction du nombre d'acteurs présents sur ce marché des supercalculateurs au niveau international est effectivement un sujet de préoccupation. On espère avoir les prix les plus attractifs possibles. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait suffisamment de concurrence autour de notre appel d'offres et que donc il y ait suffisamment d'entreprises au niveau international qui soient actives sur ce marché-là. Alors, on a vu que ça avait tendance à se réduire. Sur les holographes,
Nous en avons installé un à Mayotte. Voilà. La discussion est encore en cours avec les différents opérateurs de l'État qui sont impliqués sur ce sujet-là pour savoir qui va porter les développements supplémentaires du réseau. Et donc, merci pour votre proposition de rejoindre la Commission nationale du trait de côte. Sur la collaboration avec les start-up, c'est également quelque chose que nous trouvons très important. Et dans cet esprit-là, nous avons créé un incubateur de start-up. Nous avons à Toulouse, à la Météopole, un incubateur de start-up qui s'appelle Météofab et qui est justement destiné à accueillir des entreprises qui ont des projets pour lequel l'utilisation des données météo est un élément important de développement de leur entreprise. Voilà, donc ça marche plutôt bien et on a par exemple une entreprise qui s'appelle Wave & See qui a développé des systèmes de détection par webcam avec lequel on collabore, à la fois pour qu'elle se développe par elle-même, mais aussi y compris pour qu'elle puisse apporter des services à Météo France. Voilà, donc c'est vraiment un exemple, pour moi, de réussite d'entreprises qui sont passées par cet incubateur de start-up. Au-delà de l'incubateur, le travail que nous faisons sur l'ouverture de nos données publiques, donc le passage à la gratuité de nos données publiques, est aussi une occasion de reprendre un dialogue avec des petites entreprises. Donc, voilà, il y a des événements organisés notamment par le ministère de l'écologie qui rassemblent des start-up dans nos domaines auxquels nous allons participer pour voilà, leur présenter ce que nous pouvons faire et écouter leurs attentes. Plus largement, sur la question de l'accès à nos données publiques qui a été évoquée, nous avons créé un groupe de travail spécialisé du Conseil supérieur de la météorologie. Donc le Conseil supérieur de la météorologie, je dirais, c'est l'instance de consultation et de dialogue avec nos utilisateurs. Et donc nous avons créé un groupe spécialisé sur les données publiques pour justement pouvoir écouter, entendre les besoins de l'ensemble de nos utilisateurs et préparer du coup l'ouverture au 1er janvier avec des conditions techniques qui correspondent le mieux à leurs besoins. Alors je vous confirme qu'il y a bien une possibilité d'accès à un certain nombre de nos données publiques sous forme de fichiers. Mais est-ce que les formats, les contenus de son fichier sont exactement ceux qui répondent aux besoins des entreprises? C'est ce que nous souhaitons vérifier au travers de ce groupe de travail. Nous souhaitons aussi en particulier travailler avec eux sur une des choses que nous allons mettre en place au 1er janvier, qui est ce que nous appelons le pack climatologique de données publiques gratuites, donc, dans lequel nous visons à mettre à disposition, voilà, de façon déjà prédécoupée, facile à utiliser, l'ensemble des données qui sont utiles pour travailler sur des politiques climatiques territoriales. Donc, voilà, un format de données, un contenu de pack climatologique sur lequel nous travaillons avec ce groupe de travail du Conseil supérieur de la météorologie. Voilà. Je crois que j'ai répondu à l'essentiel des sujets. Oui. Je crois comprendre que la grêle. Monsieur Ray Pardon, était attaché oui, à la son grêle, sujet pardon. de grêle. Oui, pardon. Alors, deux sujets. Comment mieux prévoir, mieux alerter ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur les tornades. C'est-à-dire qu'il est clair qu'au niveau mondial, il y a aujourd'hui des phénomènes de petite échelle que nous ne savons pas encore prévoir parfaitement. Toutes les améliorations que nous avons évoquées, l'amélioration de la résolution de nos modèles, le fait de disposer de calculateurs plus puissants,
aussi l'amélioration de nos systèmes d'observation, notamment par satellite que j'ai peu évoqué. Tout ça, c'est ce qui nous permet progressivement de gagner en précision et donc d'être capable de faire mieux, mais aujourd'hui, ce n'est pas précis. L'autre aspect de votre question qui était est-ce que les fusées anti-grêle sont efficaces ? Là, je reviendrai vers vous, parce que c'est finalement un sujet sur lequel Météo France est assez peu impliqué aujourd'hui, en tout cas sur lequel moi je ne suis pas capable de vous apporter là une réponse absolument scientifiquement certaine. Et donc, si vous voulez bien, je préfère revenir vers vous sur ce sujet-là. Sur la question des réseaux de radars, là, pour le coup, nos données radars, elles font partie de nos données publiques et donc elles sont disponibles et accessibles gratuitement à partir du 1er janvier. Et donc là aussi, s'il y a des besoins particuliers dans le domaine que vous citez en termes de format, c'est des choses qui peuvent nous être remontées pour qu'on puisse en tenir compte dans la préparation de cette nouvelle étape. Merci beaucoup. Alors, j'ai vu qu'une main s'était levée. Monsieur Grenon, vous vouliez poser une question. Merci, Monsieur le Président. Moi, ma question, elle va sur l'aviation de ligne. Vous savez que les avions sont bardés de capteurs météorologiques. Ils assurent le suivi de météo. Lors de la crise du Covid-19, il y a eu une baisse de la fiabilité des prévisions météo. En raison de la baisse du trafic aérien, pouvez-vous nous dire quelle est la part de l'aviation dans la fiabilité des prévisions météo à ce jour ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Madame la rapporteure, vous voulez peut-être conclure à la fin ou dire un petit mot ? À la fin, vous conclurez. Très bien. Je vous laisse le soin de répondre sur l'aviation. Alors, chers collègues, encore quelques minutes. Effectivement, il y a eu une perte de données pendant le Covid parce qu'il y avait moins d'avions qui circulaient. Perte que nous avons en partie compensée, en tout cas en France, par d'autres dispositifs d'observation et notamment le fait que nous avons lancé davantage de radiosondages, mais ce n'était pas le cas partout au niveau international et donc il y a pu y avoir effectivement à certains endroits des baisses de qualité. Aujourd'hui, les données issues des avions représentent 5% des données d'observation qui sont intégrées dans notre modèle mondial et 10% des données d'observation pour notre modèle ciblé sur la France. Donc c'est effectivement une contribution significative à l'ensemble des observations que nous utilisons pour nos prévisions du temps. Très bien. Merci beaucoup pour vos questions. Merci pour vos réponses, Madame Schwartz. Et je laisse le soin à notre rapporteur de conclure. Merci Monsieur le Président et merci en effet beaucoup Madame Schwartz pour la précision de vos réponses et pour avoir pris autant de temps pour nous apporter des éléments. Je crois qu'on a senti un attachement quand même très partagé à Météo France par tous les groupes dans la commission. Je crois qu'on est toutes et tous attachés à cette agence, à son excellence, au savoir-faire et au savoir de tous les personnels qui œuvrent pour qu'on puisse s'adapter, se préparer, connaître les événements les plus extrêmes, mais aussi sur le temps long avec la problématique du changement climatique. Donc je le redis, je crois, en notre nom à toutes et tous, pour notre groupe, et en tout cas par rapport au questionnaire que je vous avais envoyé, reste, après cet échange, je crois, 2 points de vigilance. D'abord, sur le temps très long, la question des effectifs, puisque vous nous avez parlé de nouvelles missions qui me paraissent essentielles et stratégiques, et que pour ça, il faut que Météo France ait les moyens humains de pouvoir les mener à bien dans de bonnes conditions, et que surtout on puisse y mettre les moyens dans le budget qui arrive et dans les suivants, puisque là aussi vous nous parlez d'outils à destination des communes, des entreprises, la finesse territoriale, tout ça demande des personnels, et c'est vrai qu'en 10 ans on en connaît les chiffres de réduction. Deuxième point d'attention, la question des sites qui est revenue là aussi dans l'intervention de plusieurs collègues, le fait
fait de pouvoir avoir cette précision territoriale avec les particularités des prévisions météo en montagne, sur le littoral, etc. Je pense que toutes et tous, dans nos circonscriptions, nous avons comme ça des points d'attention particuliers qui nous inquiètent parfois sur la disparition, la fermeture de sites plus locaux, y compris dans vos missions de conseil aux élus locaux et à toutes les personnes qui peuvent être engagées sur les territoires. Comme souvent, Météo France est une agence d'excellence française, notamment grâce au personnel, je l'ai dit, mais avec une attention pour beaucoup de groupes ici à ce que l'État français et donc des moyens publics puissent accompagner en premier lieu le développement et la prospective de cette agence, et non pas prioritairement, en tout cas par un processus de privatisation lente, devoir trouver des recettes commerciales ou publicitaires, par exemple, même si c'est anecdotique, vous avez noté un point là-dessus, et donc que l'État français, par les budgets, puisse bien y mettre des moyens. Mais je vous remercie à nouveau pour la précision de vos réponses et le temps que vous nous avez accordé. Merci. Madame Schwartz, je vous remercie. Nous allons donc procéder au vote, et donc comme il est d'usage, je vais me permettre de vous raccompagner, et j'appelle d'ores et déjà nos deux scrutateurs à se préparer, Sylvain Carrière et Madame Gauchy-Bolognaise.